Et nous revenons au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet, Togo, Bénin, Burkina, lancement de la deuxième phase du programme d'appui à la prévention des conflits transfrontaliers. Le ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération a procédé ce vendredi 3 novembre à Lomé à collaboration avec le PNUD de l'OIM au lancement de la deuxième phase du programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent, oui, dans les zones transfrontalières du Bénin, du Burkina Faso et du Togo, un projet qui vise à contribuer au renforcement de la cohésion sociale et à l'amélioration de la résilience des populations dans ces zones affectées par ce fléau. Il a donc été question de faire le point de la première phase, et d'envisager les moyens à mettre en œuvre pour permettre la résilience des populations face aux chocs induits par la situation d'insécurité que vivent ces trois pays, le nord, Togo, Bénin et le sud du Burkina Faso. Les populations vivant dans ces zones sont confrontées à plusieurs fléaux, dont l'extrémisme violent et des conflits transfrontaliers. Et les acteurs se réunissent pour trouver des solutions à cette situation. Je voudrais bien commencer par vous, Rodrigue Garrigo. Moi, je pense que, comme je l'ai dit dans un sujet précédent, ce n'est pas en décrétant la cohésion sociale, etc., la paix et tout ça qu'on va les obtenir, non. Je pense qu'il faut poser les vrais problèmes. Il faut faire un bon diagnostic et comprendre ce qui se passe. Quand vous prenez les zones frontalières, ce sont souvent des zones hautement commerciales. Mais vous savez également qu'avec la colonisation, les frontières ont séparé une famille en deux. Et qui a dit séparer, ou qui dit séparer, dit également, fait appel également à des problèmes fonciers. Ce qui fait qu'à un moment donné, les gens ne s'entendent pas. Parce qu'avec la frontière, on se dit, vous êtes des Ghanéens, vous êtes des Togolais, par exemple. Quand vous prenez à côté ici, Ségbé, Apatamé, okay, etc., allant, vous retrouvez la même famille, une partie au Togo, une partie au Ghana. Et donc, à partir du moment où peut-être la grande partie de l'héritage se retrouve au Togo, la gourmandise fait que la partie de la famille qui se retrouve au Togo en jouit et ne donne pas à l'autre partie qui est au Ghana. Puisqu'ils sont au Ghana. Parce qu'ils sont au Ghana. Mais c'est la famille. Donc ça, c'est dans un premier temps les problèmes créés par les frontières. De l'autre côté, aujourd'hui, ces frontières font que, surtout quand tu prends... c'est facile pour des gens de quitter un pays pour aller commettre des forfaitures dans l'autre pays et se retirer vers un autre pays. Et ça pose énormément de problèmes. Plutôt la frontière devait empêcher cela. Ah, empêcher comment? La plupart de nos frontières sont poreuses. Les frontières n'existent en réalité que de nom. Mais vas-y voir les réalités. Vas-y voir les réalités. Et l'autre souci également, ces zones sont souvent délaissées. À part les présences militaires pour, dit-on, surveiller les frontières, les populations de ces zones sont vulnérables. Parce que englouties dans la pauvreté, l'extrême pauvreté. Les gens viennent faire leur business et partir loin. Parce que ce ne sont pas des zones qui ont beaucoup plus d'affluence en termes de popularité, non. Donc seuls ceux qui peuvent sont sur place. Il y en a qui vivent des travaux champêtres. Il y en a qui font un peu de pêche dans les rares eaux qui existent encore sur les frontières. C'est pour ça que vous allez voir que le terrorisme a fait le lit là-bas et les recrutements sont récurrents parce que c'est facile de proposer 50 000 à quelqu'un pour que cette personne prenne les armes pour aller faire ce qu'il n'est pas prédestiné pour. Et donc, c'est pour ça que vous allez voir que dans la mesure, il parle de résilience des vulnérabilités créées par... Mais est-ce que c'est l'insécurité qui a conduit les gens à l'extrême? C'est l'expression des frustrations qui amènent les gens à penser qu'ils sont prédisposés à ces situations-là qui brisent la sécurité de nos populations ou de nos États. Donc, les conflits transfrontaliers
avec aussi le phénomène, parce que ce sont des zones, vous voyez qu'il y a des herbes, il y a des savanes, un peu de forêt, etc. Donc la transhumance aussi prend corps dans ces zones-là. Et qui parle de transhumance, c'est également le trajet facile pour les circuits de commerce d'organes humains, les trafics d'enfants, etc. Donc c'est complexe, assez complexe. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dans le bilan de la première phase. Et je ne sais pas ce qu'ils comptent faire pour la seconde phase et éviter cette situation. Prenez récemment, par exemple, entre le Togo et le Bénin, avec le commerce du soja. Qu'est-ce qui a été fait par le Bénin? Le président Patrice Talon a tout simplement déployé des camions. Il y a même, on a saisi, je crois, un camion du Togo, je crois, de l'autre, je ne sais pas. Mais on a quand même déployé des camions qui ont transporté des roches pour venir barricader carrément la voie que les commerçants prenaient pour faciliter leur écoulement donc, des produits de soja. Donc aujourd'hui, quand on veut amener les gens à vivre mieux dans cette zone, c'est-à-dire qu'on va dégager ces obstacles-là pour permettre aux populations de renouer avec ce commerce qui leur permet de joindre les deux bouts, ça aussi c'est une question que je me pose. Donc en clair, c'est une forte problématique qui mérite d'être analysée. Les populations ne s'entendent pas sur la question, tout simplement parce qu'en période électorale également, ce sont des zones qui sont propices pour transporter ce qu'on appelle bétail électoral, c'est-à-dire des gens qu'on peut transporter par exemple du Togo pour aller voter au Bénin, des gens qu'on peut transporter du Bénin pour venir voter par exemple au Togo, etc. etc. Parce qu'en réalité, c'est un peu comme tu trouves Kodjo au Togo et tu trouves Kodjo au Bénin par exemple. Et on vous dira que c'est la même famille. Mais entre-temps, il y a une frontière, il y a la maison qui est de l'autre côté, il y a une autre maison qui est ici, mais c'est la même famille. Donc, à un moment donné, les gens ont tendance à se réclamer d'appartenir aux deux pays. Mais est-ce qu'on peut appartenir à ces deux pays-là? C'est aussi une des questions qu'il faut se poser. Donc, c'est une forte problématique qu'il faut clairement poser. Et surtout, impliquer les populations de ces zones frontalières-là pour avoir une approche beaucoup plus inclusive. Et lorsque les populations vont adhérer à ce qui sera fait, parce que très souvent, on reste dans les bureaux, on reste dans de grands hôtels, dans des salles climatisées, on prend des décisions, on déploie les moyens, mais au finish, ça ne règle pas les problèmes. Et on est obligé de renouveler encore les mobilisations de fonds pour soi-disant régler les problèmes perdus. Bon, quand les problèmes perdurent, ça veut dire qu'on a quelque part, on n'a pas posé le bon diagnostic. Moi, je pense qu'il faudra regarder clairement dans ce qui va être fait, impliquer les populations de ces zones frontalières-là pour que pour limiter les dégâts par rapport aux conséquences dévastatrices de ce phénomène-là. Et pour chuter, vous allez voir qu'entre le Nigeria, le Niger et le Tchad, la zone des trois frontières, vous voyez ce que ça crée là-bas. C'est une zone insécurisée. Il y a l'insécurité absolue à ce niveau-là. Vous prenez entre le Cameroun, le Nigeria et aussi Enfin, c'est aussi une autre zone de trois frontières. Vous allez voir tous les problèmes qu'il y a à ce niveau. Donc, souvent, ces zones sont assez vulnérables, prédisposées à l'insécurité. Donc, il faut vraiment prendre le problème à bras le corps et s'assurer que ce qu'on propose comme approche va contribuer à le régler de façon efficace et durable. Conflit transfrontalier, la question préoccupe les acteurs de ces trois pays, Togo, Bénin, Burkina Faso. Ils sont regroupés vendredi dernier dans la capitale togolaise pour réfléchir sur le lancement de la deuxième phase qui doit permettre aux populations de faire face aux différents problèmes qu'ils rencontrent, problèmes de conflits transfrontaliers face à l'insécurité, peut-être alimentaire, insécurité au plan sécuritaire, si je puis me permettre, et à tous les problèmes, à tous les autres problèmes possibles. Credo. Oui, donc moi, je dirais qu'il faut dire que ces trois pays sont accompagnés par le programme des Nations Unies. Si ils sont à l'étape de la seconde phase, c'est qu'il y a eu une première phase qui a été évaluée. Et si la première phase n'a pas été concluante, n'a pas contribué à endiguer un tant soit peu
les problèmes, donc on ne pourra pas aller à la seconde phase. Maintenant, pour la seconde phase, donc je dirais le problème sécuritaire est d'un enjeu assez capital. Et c'est vrai également qu'ils doivent insister sur un des aspects soulevés par mon cher ami Rodrigue en ce qui concerne la porosité des frontières. Parce que si on prend si on considère même le commerce transfrontalier, donc il y a de tout. Donc il y a même des passes d'armes qui se font au niveau de nos frontières, qui fragilisent nos pays individuellement en termes d'insécurité. Donc il va falloir que les trois pays puissent également agir sur ces points de fragilité et ensemble réfléchir pour trouver des points d'accroche. Et vous allez voir que pour le compte du Togo, pour cette seconde phase, ils vont insister beaucoup plus sur les moyens afin disons, d'éradiquer cette fragilité et de trouver des mesures vraiment endogènes pour accompagner les populations, pour rassurer ces populations. Parce que sur les frontières, c'est vrai, les gens disent que c'est un no man's land, mais ce n'est pas fortuit parce qu'il se passe tout sur nos frontières. Il se passe tout sur nos frontières. Et c'est vrai également que nous avons bonne conscience de la liberté de circulation des personnes et des biens dans l'espace CEDEAO. Totalement libre. Qui mérite encore d'être renforcée en termes de mécanisme même de cette libre circulation. Donc, il va falloir que nos États puissent prendre le taureau par les cornes et agir efficacement. Et cela va également dans la dynamique de la sensibilisation et de la responsabilisation des acteurs qui interviennent dans ces zones transfrontalières. Parce qu'il faudrait que les personnes soient assez conscientes pour ne pas s'adonner à certains jeux, à certains faits, pour saboter tous les efforts des gouvernants pour arriver à sécuriser ces zones. Donc, c'est un point très important qu'il ne faudra pas oublier. Maintenant, au-delà de tout ce qui se fait dans les grandes salles des hôtels, il faut descendre sur le terrain. Donc, c'est là où je voudrais que ces responsables qui réfléchissent sur papier dans les salles puissent aller faire l'expérience du terrain et également aller constater de visu ce qui s'y passe. Donc, on ne leur demande pas d'aller avec leur 4x4, avec leur Mercedes, avec les RTG, avec les OI, mais ils n'ont qu'à se constituer et se considérer comme un citoyen lambda, essayer de traverser, par exemple, la frontière Togo-Bénin et d'être observateur. Le même exercice qu'ils aient le courage de le faire entre le Togo et le Ghana, entre le Togo et le Burkina. Donc c'est là où vous allez voir que c'est vrai, il y a des tests qui sont énumérés, qui sont adoptés, qui sont élaborés, mais dans la pratique, c'est autre chose. Dans la pratique, c'est autre chose. Et les frontières, le commerce transfrontalier, je crois que vit également en grande partie de la corruption. Donc c'est comme si on a érigé la corruption. Il y a des passe-droits, il y a des pratiques qui ne sont pas assez saines, mais ces pratiques, c'est vrai, vous trouvez dans les traités, vous trouvez dans les accords qu'il y a des condamnations de ces pratiques. Mais ceux qui sont sur le terrain pour l'appliquer, donc ils vous disent que les situations ne sont pas les mêmes. Donc il va falloir descendre sur le terrain. Il nous en souvient, je crois que Rodrigue doit également se rappeler, lorsque nous étions à la tête de l'Union des journalistes indépendants du Togo, on avait même fait, au détour d'une formation en journaliste d'investigation, on avait demandé à des confrères de choisir des sujets. Donc c'était comme des thèses, des mémoires, et des confrères étaient descendus sur le terrain et ont fait de très bons papiers qui ont rendu compte, disons, de ces problèmes sur nos frontières. Donc, des thématiques ont été... Je crois que c'est étonnant, qui avait même fait un sujet, ce confrère qui est aujourd'hui rédacteur dans un journal du côté de la Suisse, je crois, qui a fait un très bon papier qui a été apprécié par les partenaires parce que cela a rendu compte. Et si j'ai encore bonne souvenance, on avait même fait une publication dont on avait fait le lancement en présence des autorités. Donc, je crois que il faudrait renouveler ces genres d'exercices et également ne pas laisser uniquement la tâche
aux journalistes. C'est vrai, les journalistes ont des aptitudes pour aller dénicher des choses, pour aller suivre, mais non aux premiers responsables, que ça ne soit pas les premières autorités du pays. Chacun à son niveau de responsabilité doit pouvoir descendre sur le terrain pour constater. Parce que ce qui se dit habituellement dans les grandes salles de conférence, si vous allez sur le terrain, c'est le jour et la nuit. C'est les bonnes pratiques qu'ils disent, mais les bonnes pratiques ne sont pas mises en place, mises en œuvre sur le terrain. Et du moment où ils ne vont pas sur le terrain pour se rendre compte, donc le phénomène perdure. Alors, Prosper Agboklou, les acteurs se réunissent pour trouver des solutions aux conflits transfrontaliers entre le Burkina Faso, le Bénin et le Togo. Oui, c'est un problème récurrent. Oui, Rodrigue a parlé tout à l'heure de la pauvreté. Je crois que l'un des facteurs également reste cette problématique de la pauvreté qu'il faut prendre en compte et que les gouvernants doivent quand même s'auto-saisir pour pouvoir régler le partage des richesses sur le terrain. Et je crois que moi, lorsque ces différents rendez-vous sont organisés par PNUD, l'ONU, l'OIM, tout ça là, je pense souvent à la surenchère et c'est mon point de vue sur la question. Pour moi, c'est comme si on a déjà fait une première phase. Pourquoi cette première phase-là? Quels sont les éléments qui se trouvent dans la première phase qui n'ont pas suscité l'engouement, la réussite, le succès sur le terrain qu'il faut passer à la deuxième? C'est des plans A, B, C, D que ces organismes-là fomentent. Moi, j'ai plutôt peur de ces organisations humanitaires dont on parle sur le terrain. Ce sont eux qui sont à la base d'un certain nombre de fléaux sur lesquels il faut porter des acuités. En quoi sont-ils à la base de ces Vous allez voir parfois ces organismes-là qui viennent, qui eux-mêmes disent se prendre en charge sans l'implication des autorités gouvernementales. Ils disent eux-mêmes, ils sont capables de sillonner les zones et souvent même, ça s'est passé entre-temps même au Burkina Faso où ces organismes-là sont venus, ils ont demandé à ce qu'ils financent eux-mêmes la pauvreté, c'est-à-dire les gens pauvres par flou, comme on appelle, par transfert monétaire. Et le gouvernement burkinabé a refusé carrément qu'on ne peut pas faire des échanges de monnaie, c'est-à-dire cette problématique-là sur le territoire, que le gouvernement ne soit pas associé. Et c'est ça qui se passe souvent, ces organismes-là qui vont, on ne sait pas ce qu'ils vont dire. Mais parce que je ne te coupe pas, juste pour dire que si les partenaires techniques et financiers sont arrivés à ce niveau, c'est parce que hier, ils finançaient plutôt les États et demandaient aux États de financer des projets de développement dans les différentes localités. Oui, mais à un moment donné, ils ont constaté que ces fonds sont détournés. Et que sur le terrain, justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils se rabattent beaucoup plus sur les organisations de la société civile. Mais ça ne veut pas dire que l'État n'est pas au courant, parce que ce sont des conventions qui sont signées. Et quand tu prends les conventions de partenariat entre les États et ces PTF-là, mais tu comprends qu'il y a des choses qu'ils font avec les États, des choses qu'ils font avec d'autres organisations de la société civile. C'est un peu comme, par exemple, Konrad Adenauer qui, par exemple, avec peut-être le CONAP ou avec le PPT ou avec etc., initie un projet donné. Et ça ne veut pas dire que Konrad Adenauer ou d'autres partenaires ne vont pas faire d'autres projets avec l'État. Donc, il y a des projets qui se font avec l'État et d'autres qui se font directement sur le terrain pour avoir beaucoup plus d'impact. Oui, j'accepte tout ce concept. Sauf que le contrôle qui est fait aux dépens de l'aboutissement, de la finalité, ça ne résout toujours pas le problème. C'est-à-dire qu'on revient, c'est parce que la première phase, à un certain moment donné, n'a pas donné la solution. Le problème de faim, de pauvreté reste toujours sur le terrain. Et on habille ça avec un certain nombre donc, de procédures, à mon avis, qui pour l'instant ne règlent pas le problème. Combien de fois on n'a pas fait des projets? Combien de fois on n'a pas été sur le terrain pour pouvoir régler un certain nombre de trucs? Mais le djihadisme, les conflits transfrontaliers, moi je crois qu'il y a parfois aussi des fabrications artificielles qui vont pour pouvoir, pour moi,
comment on appelle, permettre à certains organismes, eux aussi, de pouvoir survivre. Parce qu'il y a beaucoup de fonds qu'on doit blanchir et qui doivent passer par un certain nombre de choses, de comportements qu'il faut viser. Donc pour moi, tout ce que... Je suis d'accord, ce sont des principes techniques qui sont posés, mais au vrai fond, est-ce que la finalité, on a les résultats escomptés, ce qui fait que les conflits restent et continuent d'exister. Merci beaucoup. Maintenant, que faut-il faire pour venir à bout de ces conflits transfrontaliers qu'on remarque généralement dans les zones des 3 frontières? Rodrigue, vous l'avez dit, les zones des 3 frontières, c'est généralement les zones, pour aujourd'hui, le fléau principal, c'est le terrorisme. C'est généralement dans ces zones de 3 frontières, là où 3 pays se rencontrent, qu'on remarque ces problèmes-là. Que faut-il faire pour lutter contre ces conflits transfrontaliers? Mais qu'est-ce que les peuples veulent? Quand vous allez dans la plupart des pays, vous voyez que là où il y a un seul citoyen, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a forcément des infrastructures sociales de base qui sont là. Mais aujourd'hui, par exemple, vous allez, quand tu prends le territoire togolais, j'ai visité des coins, franchement, quand on vous dit que c'est le Togo, vous n'allez pas croire, vous allez dire que ce n'est pas possible. Les gens n'ont jamais vu une seule ampoule électrique au Togo ici. Et il y a des localités dans lesquelles tu t'habilles d'une façon donnée, tu vas là, on te voit comme par exemple un extraterrestre. C'est-à-dire que les gens il y a des choses que les gens n'ont jamais vues, mais ils sont quand même des Togolais. Donc il faut reprendre, c'est pour ça que je dis que tous ces problèmes ont un nom, c'est l'échec de la gouvernance. Parce qu'on se sert, on ne sert pas le pays. Et il faut aller vers les populations. Et ce qu'on va proposer comme solution doit répondre effectivement aux besoins spécifiques exprimés par les populations. On ne va pas aller décréter, c'est ce qui s'est passé dans notre pays ici. On a construit des marchés dans les brousses, personne ne va là. On a construit des écoles dans les brousses, il n'y a pas d'élèves. Mais ailleurs, par exemple, il y a des enfants qui cherchent un bâtiment scolaire, ils n'en trouvent pas. Et il y a des bâtiments qui sont assez fragiles, qui finissent par s'écrouler sur les enfants. Donc, du coup, comme Credo l'a dit, que les gens descendent sur le terrain pour aller constater et adapter les propositions de solutions aux problèmes réels et non fabriquer des problèmes pour leur attribuer une solution qui ne s'y est pas. Merci beaucoup à vous, Rodrigue Aego. Et qu'on cesse aussi de détourner l'argent. Okay, si l'argent est destiné à un projet, qu'on fasse tout pour exécuter le projet. C'est pour ça que le législateur a prévu ce qu'on appelle allocation familiale. A prévu le salaire mensuel pour celui qui travaille dans l'administration, que tu sois ministre, que tu sois président de la République, que tu sois Quand tu travailles dans l'administration, que c'est public, le législateur a prévu ça. Et il a même prévu des allocations de départ à la retraite et des pensions de retraite. Il y a des pensions qu'on reçoit pour les enfants jusqu'à un âge donné, je crois 18 ans ou etc., 21 ans, j'en sais rien. Donc, que les gens cessent le pillage systématique érigé en règle de gouvernance. Merci beaucoup. Credo Tété, que faut-il faire pour mettre un terme à ces conflits transfrontaliers, surtout ces conflits entre le Togo, le Bénin et le Burkina Faso? Non, moi, je voudrais beaucoup plus parler de la posture du Togo lors de cette deuxième phase, parce que, écouté lors de cette cérémonie, le secrétaire général du ministère togolais de la planification, il a dit, je cite, que cette deuxième phase va permettre au Togo d'enregistrer des avancées dans la mise en œuvre de sa politique d'instauration d'une société pacifique, juste et inclusive, libérée de la peur et de la violence. Donc, vous savez, sur nos frontières, justement, il y a de la peur, il y a de la violence même. Il y a les citoyens qui s'érigent, disons, en John Bray, qui se font, non seulement se regardent en chaîne de faïence, mais le business fait qu'il y a cette violence-là sur nos frontières, cette peur même de traverser certaines frontières. Si par exemple, donc aujourd'hui, avant, il y a quelques années encore, traverser la frontière du Ghana, ce n'était pas chose assez aisée. Ce n'était pas chose assez aisée, mais les choses ont évolué. Et comme nous le disons, c'est vrai, les partenaires techniques et financiers accompagnent nos États dans la mise en œuvre des politiques, mais il va falloir qu'il y ait une bonne gestion de ces fonds et que les résultats reflètent réellement ce qu'il y a sur le terrain. Donc, on peut, encourager nos techniciens, ceux qui président à ces travaux, pour que ces personnes aient le sens de résultats, mais de résultats assez concrets. Il faut rendre compte de la réalité des terrains. Il faut agir sur les choses pour que le vivre ensemble, pour que les réalités soient autres que ce que nous connaissons aujourd'hui.
Prosper Aboklou, que faire pour mettre fin à ces conflits transfrontaliers Bon, entre le Togo, le Bénin et le Burkina Faso? Oui, je pense toujours que il y a beaucoup de choses à faire là-dessus parce que il faut que nos États soient autonomes. Si les financements doivent arriver de quelque part, que les projets sont financés de l'extérieur, l'extérieur va vouloir avoir son regard, comme Rodrigue l'a dit tout à l'heure, sur ce qui se fait. Et souvent, le contrôle ne se fait pas de manière adéquate. Quand Credo disait tout à l'heure que les gens descendent sur le terrain, ils savent, ils connaissent le problème. Pour ceux qui sont, comme on appelle, dans les bureaux, dans les chambres climatisées, dans les hôtels, pour eux, la nécessité, ce n'est pas sur le terrain, c'est l'argent. Alors, mais ils ont dit qu'ils veulent résoudre le problème. Que doivent-ils faire? C'est ce que la solution se trouve avec, c'est-à-dire que le deal a dit tout à l'heure. Il faut que l'argent qui est envoyé soit, comme on appelle, utilisé à bon escient et que les États eux-mêmes prennent en charge les problèmes de leur pays. Si il faut attendre toujours de l'autre, on a assez de richesses pour le faire. Si c'est le PNUD, l'OIM, quoi que ce soit qui doivent financer ces projets-là, j'ai l'impression qu'on sera toujours dans un cercle de feu. Merci beaucoup. Je reste avec vous pour vos mots de fin. Nous sommes à la fin de cette émission. Non, moi je voudrais tout simplement remercier tous les téléspectateurs et dire quand même qu'au niveau donc de l'éducation togolaise, il y a un certain nombre de décisions qui avaient été prises par le ministre Kokoroko concernant l'utilisation des fonds publics alloués à tous les projets. Donc aujourd'hui, une commission a été mise en place pour pouvoir, pour toutes les subventions au niveau des inspections partout ailleurs où un projet a été initié dans le sens de promouvoir l'éducation, que tous les comptes soient faits. Donc aujourd'hui, il y a une commission en ce sens pour pouvoir contrôler l'utilisation réelle des fonds. Je crois que c'est une bonne chose qu'il faut apprécier. Merci beaucoup à vous. Prosper Aboklou, je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. À côté de vous, Credo Tété, votre mot de fin, Credo. Je veux souhaiter force, sagesse et beaucoup de courage à Faure Gnassingbé dans son rôle entre le Niger et la communauté internationale, notamment la CEDEAO. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Vous êtes également un journaliste au journal Le Médium. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Je vais terminer avec vous, Rodrigue Aego. Je vais finir avec le courrier de Maoulaoué qui a adressé un courrier à son père pour lui dire que papa, le monde change, toutes les choses changent. Toi aussi, tu dois changer. En tout cas, merci beaucoup. Rodrigue Aego, journaliste, analyste politique, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'est la fin de ce numéro du programme du soir sur New World. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de continuer par voter pour nous au prix Togo Talent d'Or. Les informations sont à trouver sur ma page Facebook, Yaovi Guillaume Ror. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro du programme du soir.